Alors, on va parler maintenant des outils pour mieux connecter patients et chercheurs. Donc on a travaillé ensemble pour préparer cette table ronde, en 2 Skype différents à vrai dire, hein, voire 3 plutôt. Et on a surtout, en fait, on va parler dans un premier temps des rencontres entre patients et chercheurs et des différentes formes qu'elles peuvent prendre. Et puis ensuite du numérique. Alors on va peut-être manquer un peu de retour sur le numérique parce que on a eu malheureusement un désistement de Coralie Collier de la plateforme BePatient, qui devait nous présenter la plateforme SpondyPlus qu'elle anime. Et donc oui, malheureusement, mais elle est très malade apparemment, donc la pauvre, enfin voilà, elle n'a pas pu venir. Et donc le médecin qui devait la remplacer a eu aussi ne pouvait pas venir non plus. Donc ça va être un peu plus pauvre. Par contre, du coup, on a fait venir un invité surprise, Luigi Flora. En fait, c'est un peu grâce à vous parce que il y avait du moindre, je crois aussi vous qui nous aviez parlé, il me semble Cécile Denis. Et puis après, un patient dans la salle qui avait parlé du modèle de Montréal. Donc on n'a pas invité quelqu'un de Montréal, mais quelqu'un qui travaille avec l'école de Montréal, si c'est comme ça, je ne sais plus très bien. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc je vais animer en les faisant faire des petites présentations au cours de la table ronde. Voilà. Donc en fait, dans les rencontres, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais va avoir différents types de rencontres qui vont être présentées. Cécile va nous présenter des rencontres en laboratoire, puis vous verrez des rencontres qui vont durer de plus en plus longtemps dans le temps. Donc Cécile Denis est chercheuse et je lui laisse la parole sur sa présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chercheur à l'INSERM et responsable d'une unité INSERM qui est localisée dans l'hôpital de Bicêtre. Alors en fait, moi je suis vraiment une chercheuse lambda, c'est-à-dire qu'on fait vraiment de la recherche fondamentale dans notre laboratoire. Je ne suis pas membre d'aucune association de patients et jusqu'il y a 2 ans peut-être, je pense que je ne connaissais aucun patient dans le cadre de mon activité professionnelle. La thématique de l'unité, en fait, c'est sur tout ce qui est coagulation sanguine, mais à la rigueur, ça n'a vraiment pas tellement d'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est pas très important. Mais comme c'est assez fondamental, on travaille principalement avec des modèles animaux, pas vraiment avec des échantillons venant de patients. Donc, c'est pour ça que le lien était en fait assez lâche. Il n'y avait pas vraiment de vraie connexion, même si la finalité quand même de nos recherches et l'application à long terme se situe donc dans le cadre des maladies hémorragiques. Et il y a une association qui s'occupe des maladies hémorragiques constitutionnelles, qui est l'Association française des hémophiles, ou AFH. Et donc, à la force de se croiser de loin, comme ça, lors des congrès scientifiques nationaux et internationaux, on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas se connaître mieux. Et donc, on a décidé de mettre en place, au laboratoire, une rencontre entre les chercheurs de l'unité et donc les patients. Donc voici un peu, comme je vous dis, c'est assez récent. On est à la 3e journée qui va être organisée le 29 septembre 2017. On a déjà fait ça donc une fois en 2015, une fois en 2016. À chaque fois, il y a une vingtaine de participants donc, de l'Association française des hémophiles, soit des patients avec ou sans leur famille, et donc qui viennent passer la journée dans le laboratoire. Le but, c'est vraiment de communiquer et d'échanger autour de la recherche et sur les pathologies, bien sûr, qui les concernent. On ne va pas du tout parler, de constitution de cohorte, de recherche clinique, choses comme ça. C'est vraiment la recherche pure et dure qui va être notre objectif lors de ces journées. Donc, par exemple, voici un petit peu le programme de ce qu'on fait. Donc, le matin, c'est vraiment des présentations qui sont faites par les chercheurs. Et les gens sont vraiment extrêmement curieux de comment ça se passe déjà dans un laboratoire de recherche, parce que la plupart ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc, également, qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur ?
parce que souvent, pour le citoyen, patient ou non, hein, on imagine, on a encore l'image du chercheur perdu dans ses tubes à essai à la paillasse en permanence, donc on montre un petit peu la diversité du métier de chercheur, et puis après on passe plus aux aspects scientifiques. Donc là, on explique bien sûr de façon simple comment ça marche, tout ce qui les concerne. Donc vraiment, nous, dans notre cas, c'est la coagulation sanguine. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en fait, chez les patients qui sont atteints de pathologies hémorragiques. Et ensuite, on parle bien sûr des pistes de recherche qui sont poursuivies. Mais quand je parle des pistes de recherche, c'est des choses qui vont pas arriver demain, qui sont quand même assez, je veux dire, en amont, quoi, en fait. Et l'après-midi, on passe à des ateliers qui sont animés par les membres du laboratoire. Alors là, c'est les techniciens, les post-docs, les doctorants du laboratoire qui vont animer des ateliers. Et toujours très appliqués aux pathologies concernées, c'est-à-dire quels sont les outils que nous utilisons pour étudier les protéines d'intérêt dans les pathologies qui les concernent. Donc là, on voit des exemples, des photos prises lors de la première journée avec un atelier bactériaux, l'atelier vidéomicroscopie, l'atelier chromatographie et puis tout ce qui est microscopie où on leur montre comment regarder certaines cellules dans un microscope et tout ce genre de choses. Donc là, on ne met pas les 20 personnes ensemble parce que ce serait un peu beaucoup, donc on divise par petits groupes de 4 ou 5 personnes et on fait tourner comme ça dans le laboratoire. Et à la suite de ces ateliers, il y a ensuite, ça finit par une table ronde qui est sur des échanges questions-réponses. Et c'est vrai que la première fois, on a vraiment été très surpris de l'immensité, de la variété des questions qui étaient posées. Tout était vraiment complètement nouveau. Genre comment la recherche est financée, comment ça fonctionne. Après, nous, de notre côté, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce que vous, en tant que patient, vous attendez de nous. Donc ça a vraiment donné lieu à des échanges extrêmement enrichissants. Et pour nous en tant que chercheurs, et je pense, j'espère en tout cas, pour aussi les patients. Et donc voilà, cette année, on va avoir la troisième journée qui va être organisée d'ici quelques mois. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire pour présenter ce qu'on fait nous à notre petit niveau, quoi, en fait. Merci beaucoup. Donc on va ensuite passer à Guillaume, en fait, qui lui donc c'est une interaction un peu plus longue. C'est plus une analogie en fait, parce que je vous laisse expliquer. Merci. Bonjour à tous. Donc en fait, moi je suis membre d'une association qui s'appelle New Health. On a créé l'association avec des amis il y a à peu près 4 ans. En fait, on ne travaille pas directement avec des patients, mais on a développé un modèle qui a beaucoup intéressé Clémentine, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous, on a essayé de faire en sorte, en fait, de réunir les gens de la médecine, à savoir les médecins, les infirmiers, toutes les personnes qui peuvent accompagner des patients, et aussi certains patients parfois, pour en fait discuter avec eux au cours de cafés qu'on organisait dans les hôpitaux de différentes problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Et une fois qu'on avait en fait identifié ces problématiques avec toutes ces personnes-là, on a toujours cherché à trouver une solution en fait qu'on pouvait résoudre par le biais du numérique. Et ça en fait c'était dans l'idée de développer avec eux des projets de e-santé. Une fois qu'en fait on avait identifié toutes ces problématiques et ces différents projets avec ces gens-là, on organisait une fois par an en fait un challenge de l'innovation durant lequel on faisait venir des gens, des développeurs, des personnes du monde informatique, des designers aussi, pour qu'en fait ils rencontrent ces personnes du monde de la santé et qu'ensemble ils puissent matérialiser les différents projets qu'on avait imaginés en amont avec ces personnes-là. Donc suite à ce challenge, on sélectionnait en fait un certain nombre de projets qu'on accompagnait ensuite dans ce qu'on a appelé notre hub New Health en fait, pour les accompagner pendant un an sur le développement du projet de façon à ce qu'ils puissent développer leur application et qu'ils soient prêts au lancement de l'application. Donc voilà, c'était à peu près en fait tout le processus de New Health où on a cherché à faire émerger en fait des problématiques de terrain, à identifier réellement des problèmes que les gens rencontrent dans leur vie de tous les jours et pouvoir les résoudre avec
Un exemple, il y a une application qui s'appelle Poop and Pee, en fait, qui permet aux personnes atteintes d'incontinence de pouvoir en fait suivre gérer leurs problèmes en fait à distance en interagissant avec leur médecin ou les différentes infirmières qui les suivent. Et P-O-O-P et je crois que c'est N et P après comme en anglais. Oui. Ouais. P. De. La grosse différence, c'est que nous, on faisait pas juste un hackathon, on a vraiment cherché à faire émerger des projets et à les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment se lancer. Voilà, et on a en fait, pardon. Oh non, non, on a essayé de créer un réseau et on s'est vraiment, comment dire, on a créé des liens très forts avec les hôpitaux de Paris. Dans lesquels on organisait en fait nos cafés régulièrement dans l'année. Et je voulais, bon, j'ai pas eu le temps finalement Roberto de te donner la parole, mais si tu peux te lever, je voulais dire qu'en fait c'est à peu près le même modèle que je dis Roberto, mais c'est toute l'équipe de Thomas Bourgeron, Guillaume je sais pas trop où il est, Ladislas qui est sur le balcon là-bas, Frédéric aussi. Donc en tout cas dans l'autisme, ils ont fait la même chose avec l'école 42 qui est une école d'informatique, un petit peu sur le même style, ça a duré à peu près je dirais 9 mois, hein, vous verrez Roberto pour plus de détails, mais en fait où ils se rencontraient assez souvent, ils faisaient des challenges, un peu des sprints sur des week-ends pour développer des applications pour l'autisme. Donc pour que les autistes puissent s'exprimer plus facilement avec des petites cartes, et puis pour monitorer par exemple le sommeil de l'autisme. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir Guillaume, Roberto, tu veux dire un petit truc quand même. Ça n'a pas marché. Ah, ouais, bon, alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, le problème, c'est que c'est vrai que c'était plein d'enthousiasme. Enfin bon, oui, on reviendra un peu là-dessus, peut-être sur la frustration qu'on peut avoir de développer des choses et que finalement, pour des problèmes juridiques, propriété intellectuelle, ceci, cela, enfin, je pense que c'est ça que tu voulais évoquer. Bon, alors, plein de choses, bon, d'accord. Bon, la frustration, c'est vrai que quand on y passe beaucoup de temps, surtout sur son week-end, et qu'on est chercheur et qu'on n'est pas reconnu pour ça, si en plus derrière on n'arrive pas à le valoriser, au moins d'une manière personnelle, on va dire, je comprends que ça puisse être très frustrant. Mais avec le temps, ça marchera, Roberto. Alors, on va passer à la présentation suivante, qui a aussi un modèle que je trouve très intéressant, qui existe un peu partout en Europe, mais que David va vous expliquer. Merci Clémentine. Bonjour à tous. Alors moi je fais partie de l'Université de Lyon. C'est pas une seule université, c'est une fédération de toutes les universités sur Lyon et Saint-Étienne, plus les grandes écoles d'ingénieurs notamment. Et au sein de cette communauté d'universités et d'établissements se trouve une direction culture, sciences et société qui est en fait le service de médiation scientifique qui vise à rapprocher le grand public du monde académique, et on organise différentes choses dans ce service d'une dizaine de personnes, des formats que vous connaissez sûrement de type événementiel comme la nuit des chercheurs ou la fête de la science qu'on retrouve partout au niveau national. Et depuis maintenant 6 ans, on a développé un axe de recherche participative qui reprend beaucoup de choses qui ont été évoquées ce matin, aussi bien en termes d'engagement, d'objectifs et de valeurs, sauf que là ça part du monde académique, des formations. Je vais vous expliquer comment on fonctionne. Le but, et ce sera traité dans un des ateliers juste après, c'est d'abord de collecter la demande sociale. Le dispositif s'appelle Boutique des sciences. C'est pas forcément très clair, mais c'est la traduction en fait de l'expression anglaise Science Shop, qui a été celle, il y a maintenant plus de 40 ans, sous laquelle a été créé ce concept de faire travailler des chercheurs avec des étudiants sur des questions issues de la société civile, c'est-à-dire les associations, les conseils de quartier, les groupes de patients.
une fois qu'on a fait émerger des problématiques concrètes, via différents moyens, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans tous les secteurs principaux, regroupés sous santé globale, environnement, développement durable et économie sociale et solidaire. Une fois qu'on a notre panel chaque année de demandes sociales, l'étape la plus importante et qui pour moi est centrale dans ce concept de boutique des sciences, c'est la reformulation. Comment on passe d'une demande sociale, d'un besoin concret, un peu comme ceux que Guillaume recueille dans le cadre de son dispositif, comment on passe de ces besoins à des sujets de recherche. C'est parfois un grand mot, recherche, mais tout au moins d'expertise scientifique, et qu'on puisse transmettre ensuite à des formations, à des chercheurs. On a ensuite la phase de préparation des projets. On a commencé il y a 6 ans avec un fonctionnement de base, celui de travailler avec les étudiants de cycle Master 2, qu'on jugeait à même et peut-être demandeurs de mettre en relation leur savoir théorique avec les besoins de la société. Et il se trouve qu'on avait le budget pour financer des stages de Master 2. Donc pendant 6 mois, la rencontre dure effectivement un peu plus longtemps que 2-3 jours avec un événementiel. Les étudiants qu'on aura sélectionnés après des entretiens de sélection vont travailler main dans la main avec les associations, encadrés par 1 voire 2 chercheurs, pour essayer d'apporter une réponse concrète à l'association. Donc ils rédigent leur mémoire académique pour avoir leur diplôme, et on leur demande en plus de réaliser une synthèse vulgarisée pour essayer d'apporter des préconisations dans la mesure du possible à la question initiale. Je ne vais pas être beaucoup plus long ensuite. Ouais, il y en a un juste après. Une fois que l'étude, donc durant 6 mois à peu près, a été déroulée, une étape importante, c'est la diffusion des résultats, et pour ça on incite les associations à organiser des restitutions publiques pour faire connaître le dispositif, les résultats que ça peut produire, et essayer de susciter d'autres projets. 2 exemples. Je vais commencer avec un qui s'est pas très bien passé. On était encore une jeune boutique des sciences à ce moment-là, c'était en 2014. L'association France Alzheimer Rhône nous a soumis une demande concrète, dans un contexte de rajeunissement des malades atteints d'Alzheimer. On en trouve parfois autour de 40 ans, voire moins, et ce de plus en plus. Il y a un besoin d'accompagner les aidants, l'entourage familial, etc., de ces personnes qui ont parfois des enfants en âge de l'adolescence. Comment, quel type de formation créer? Donc on avait mis une étudiante en psychologie clinique sur cette discipline. Le problème a été qu'elle a eu difficulté à avoir accès au public de cette association, parce que tous étaient plus ou moins touchés dans leur chair par cette maladie, et avait tendance à trouver illégitime l'arrivée d'une étudiante sur ce terrain. Donc elle a eu de grosses difficultés par rapport au dialogue avec cette association. Et suite à ça, on a créé une formation pour arriver à l'acculturation, comme on évoquait ce matin, pour faire mieux dialoguer des personnes qui n'ont pas le même langage, pas les mêmes échelles de temps, etc. Et un projet de l'an dernier qui, lui, s'est très bien passé, c'était sur une problématique de désertification médicale au niveau des médecins généralistes dans le pays du Rouennais, donc à 1 heure de Lyon. On a décidé de ne pas mettre un étudiant en médecine sur cette question, mais de faire un pas de côté en prenant un psychologue social qui, lui, a travaillé auprès des étudiants de médecine, notamment en 3e année, pour essayer de cerner quels étaient les paramètres qui motivaient leur choix d'implantation. Est-ce que à ce moment-là de leur cursus, ils voulaient aller en milieu urbain ou milieu rural, pour quelles raisons, etc. Et ça a permis d'apporter des réponses concrètes. Et peut-être un point important que je n'ai pas signalé dans le processus: comment sont sélectionnées et reformuler les demandes qu'on reçoit. On a un comité scientifique qui est composé de 9 enseignants-chercheurs,
de toutes les disciplines, des principales disciplines et principaux établissements du site. On a essayé de respecter la parité homme-femme aussi. Et eux doivent choisir les demandes sociales par leur intérêt scientifique, mais également l'intérêt général. L'idée, c'est pas que ça intéresse un seul groupe. Et on a également 2 représentants de la société civile dans ce comité, donc des membres d'associations. Et pour terminer, je citerai juste 2 projets qu'on a en appui. L'un qui consiste à faire également participer à la formation des médecins des patients. C'est les patients formateurs, c'est un projet super intéressant qui se déroule à Lyon 1. Et 2 projets européens, notamment le dernier qui vient de démarrer, ça a été pris la semaine dernière, qui vise à faire de ce concept de boutique des sciences un moyen de répondre en mettant ces dispositifs à l'échelle européenne en interconnexion, de répondre à des enjeux plus globaux comme les migrations, les maladies qui sont véhiculées avec, etc. Voilà, j'ai été déjà trop long, désolé. Non, c'est pas grave. Donc vous avez compris que vous pouvez soumettre des demandes en tant qu'association à la boutique des sciences qui se chargera éventuellement de trouver un Master 2. Donc en fait dans le schéma que j'avais fait au tout début, on n'a pas le temps de le re-regarder, mais on parlait, voilà, on va aller graduellement en fait de rencontres d'une journée à des rencontres, on va dire, qui se répètent dans le temps pendant un processus un peu plus long, vraiment un étudiant qui travaille pendant 6 mois. Et donc Luigi va nous parler un petit peu plutôt de comment les patients peuvent être dans des comités et du modèle un peu de Montréal. Voilà. Merci. Faut que j'appuie quelque part, non? Bon, bonjour, je suis Luigi Flora. J'ai la particularité en fait d'être devenu docteur en sciences de l'éducation et à partir de mon statut de patient en fait. Moi je suis malade chronique depuis des décennies et à un moment je portais des idées dans les milieux associatifs et on m'a dit en fait tu aurais plus de crédibilité d'aller porter ça dans les milieux académiques, donc c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a amené à écrire une note de synthèse avec 2 autres auteurs, Emmanuel Jouette et Olivier Lasvernias, en 2010 sur la construction et la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients. Et quelques mois après, un doyen de faculté de médecine à l'Université de Montréal a sollicité un patient pour penser, projeter le médecin du 21e siècle au vu des mutations actuelles. Et pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, ce qu'on a fait rapidement, c'est qu'on a dégagé une vision. Et en fait, quand j'entends un peu les limites qu'ont rencontré les différents projets précédents, vous allez voir que cette vision, en fait, elle permet de structurer un système de santé pour pouvoir en fait lever les barrières qui empêchent que ce soit réglementaire ou que ce soit à d'autres niveaux organisationnels de dépasser cette problématique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à la faculté de médecine à se rendre compte que dans les facultés de médecine, en fait, on ne parle pas du patient, quoi. On parle des organes, on parle de système, on parle de technique, de communication, d'éthique, etc. Mais on ne parle pas du patient, quoi. Donc on a commencé à élaborer l'idée de ce que c'est qu'un patient et ce que c'est qu'un patient et ses potentialités. Et c'est un sujet qui apprend. Et donc on a changé le modèle relationnel qui est aujourd'hui globalement dans les soins plutôt de type approche centrée, et on s'est dit en fait il fallait arrêter l'approche centrée parce qu'organisationnellement souvent c'est le centre des préoccupations mais c'est toujours pas un sujet, quoi. Et donc on a mis le patient, vous le voyez là, il a à droite de votre côté, lui et ses proches, on l'a mis dans le cercle. Ça veut dire que en fait il est un soignant avec des professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est un soignant pour ses propres soins ou ses proches font de l'hétéro-soin au domicile. 1 an après notre note de synthèse, il y a Angela Coulter, une chercheure senior anglaise, qui a publié une grosse étude. Et dans son étude, elle dit en gros, globalement, les malades chroniques passent entre 5 à 10 heures avec des professionnels de santé dans les soins dans l'année. Je ne parle pas du temps qu'ils passent dans les salles d'attente, hein, je parle vraiment dans les soins. Et dans le même temps, ils passent jusqu'à 6250 heures à prendre soin d'eux, eux et leurs proches. Si je vous fais un petit ratio, ça veut dire que 2% des soins sont réalisés avec les professionnels de santé ou par les professionnels de santé, et 98% des soins d'un malade chronique sont organisés par lui-même. Et donc ça prend tout son sens. Et donc l'idée, c'est de se dire que, en fait, si jamais on comprend que le patient devient un soignant progressivement, habilité progressivement dans ses soins, il faut qu'il y ait un partage de valeurs. Le fait que d'un côté, il y ait des professionnels et des intervenants, et de l'autre côté, des patients. Que d'un côté, les professionnels de santé sont des experts de la maladie,
et que les patients ont une expertise de la vie avec la maladie et qu'il y a une réelle interdépendance pour arriver à dépasser les 50%, d'après l'OMS, il y a à peu près 50% d'inobservance aux prescriptions thérapeutiques. Si on veut dépasser ça, peut-être qu'il faut prendre en compte les 98% de soins que le patient fait en dehors du temps qu'il passe avec les professionnels de santé. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de la complémentarité des savoirs de chacun, et ça marche aussi pour la recherche. Et que globalement, le fondement du partenariat de soins et de toute approche d'engagement en patient en santé, c'est la co-construction. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en travaillant sur ce modèle dans les soins, ça fonctionnait aussi dans l'organisation, que ce soit pour l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, on a des patients qui participent, on a 350 patients à la faculté de médecine qui participent à la formation des médecins, mais aussi de 14 autres professions de sciences de la santé et de l'administration, dans les milieux de soins et dans la recherche. Et que, en fait, la base de tout ça, le terrain de rencontre, ce sont les savoirs expérientiels. Donc, en fait, on a déployé à partir de ça une méthode, c'est la méthode de collaboration qui favorise l'émergence d'une base de compréhension commune entre les patients, les proches, les intervenants, gestionnaires et les chercheurs. Elle se fonde sur le partage de leurs savoirs expérientiels complémentaires afin d'élaborer des solutions qui font consensus et mises en œuvre conjointement dans une perspective de prise de décision et de leadership partagé. C'est vraiment un processus de co-construction. Notre objectif, en fait, c'est de sensibiliser la majeure partie de la population pour qu'ils puissent savoir, apprendre, qu'ils sont des patients partenaires dès qu'ils rentrent en contact avec des professionnels de santé et des chercheurs. Et pour ça, en fait, on a déployé des patients qui mobilisent des savoirs expérientiels, donc qui mobilisent des compétences dans les lieux de formation, dans les milieux de soins, et puis dans la recherche. Alors on a distingué dans un premier temps 3 types de patients qui participent à la recherche. Il y a les capteurs d'expérience, tous les patients qui participent à la recherche-action, à la recherche communautaire, etc. etc. Et puis des patients qui participent aussi au co-design. Et puis à partir de 2015, on a sollicité des patients de la faculté de médecine, les IRSC, c'est l'équivalent de l'INSERM. Ils ont 17 instituts en santé. Aujourd'hui, on en accompagne 11. Et en fait, ils mobilisent aujourd'hui des patients pour évaluer les projets de recherche en amont des financements. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amène des patients, on mobilise des patients pour changer cette culture, pour dégager cette vision. On les recrute en fait sur des compétences qu'ils ont déjà. Et après, on les accompagne et on fait des courtes formations sur les milieux dans lesquels on mobilise ces compétences. Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à réorganiser aussi bien au milieu des soins, de l'enseignement et de la recherche, en fait, l'ensemble du système de santé, quoi. Et donc, je finis juste sur le fait que, en fait, moi j'ai travaillé pendant un peu plus de 6 ans à suivre des patients et j'ai dégagé un peu un référentiel de compétences et on a toutes nos méthodologies qui sont assises sur ce référentiel de compétences et qui permettent en fait de vraiment organiser, structurer le système de santé, que ce soit dans la recherche, les soins ou l'enseignement, pour permettre en fait de mouvoir le système pour qu'il soit en fait capable de faire de la co-construction avec les patients, mais aussi dans un second temps avec la population. Merci beaucoup, un très beau modèle. Je vais juste revenir un tout petit peu parce que je veux vraiment laisser un peu la parole à la salle, donc on va peut-être pas faire toutes les questions que j'avais prévues, mais je voulais juste revenir sur Cécile Denis, juste que vous disiez que même en fait, ce que vous nous aviez expliqué, que même une journée, ça avait changé votre façon de faire de la recherche. Vous aviez développé un nouveau projet. Oui, tout à fait. Effectivement, parce que comme on n'avait jamais communiqué avant, on n'avait pas forcément d'idée de ce que les patients attendaient. Et il faut savoir, dans les pathologies qui nous intéressent, il y a des traitements efficaces. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important. C'est juste que ces traitements, ils sont lourds parce qu'ils doivent être administrés par voie intraveineuse 2 ou 3 fois par semaine. Donc pour les patients, quand même, il faut eux-mêmes se piquer, s'injecter les produits. Et nous, on pensait, voilà, il y a un traitement qui marche, donc on va voir beaucoup plus loin. La recherche, c'est plus la thérapie génique, essayer de soigner les patients, de les guérir et tout. Et évidemment que ça les intéresse d'être guéris, c'est évident. Mais ils nous disaient, mais nous, notre problématique là, tout de suite, sans vouloir dire que la thérapie génique, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est d'avoir un traitement où notre qualité de vie pourrait être améliorée, c'est-à-dire avoir un traitement qui soit administrable, pas par voie orale, là on en est très loin, mais au moins déjà par voie sous-cutanée. Et pour nous, ça a été vraiment quelque chose qui nous a ouvert les yeux parce qu'on ne voyait pas ça, quoi, en fait. Et donc,
changer de traitement, développer un traitement par voie sous-cutanée pour ce genre de pathologie, c'est pas juste changer de formulation, c'est retourner complètement au tableau noir pour trouver des nouvelles molécules. Donc on a vraiment, à la suite de cette première journée où ça avait été un petit peu, comme je disais, nous avez ouvert les yeux, on a décidé de mettre en place effectivement un projet pour essayer de trouver des nouvelles molécules qui pouvaient s'administrer par voie sous-cutanée et complètement essayer d'améliorer la qualité de vie des patients, quoi. Bien sûr, on continue toujours les autres projets, mais ça a vraiment été quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc on avait aussi eu toute une discussion sur comment sélectionner les patients qui participent et tout ça à ces projets. Bon, on va pas l'aborder parce que je préfère qu'on garde un petit peu de temps pour le reste. Donc troisième slide, je pense. Ah oui, on a le truc. La suivante. Ouais. Donc en fait, on a aussi beaucoup parlé du numérique et de justement, peut-être. C'est vrai que en tout cas, quand on se rencontre, on va plutôt faire appel, c'est sûr, aux associations de patients. Et là, l'idée, c'était un petit peu avec le numérique, finalement, même un patient qui n'est pas dans une association va peut-être pouvoir le toucher. Bon, c'est quelque chose qu'on va débattre. Hein. Je sais pas du tout. Alors, on va pas du tout parler, presque pas, du rôle des réseaux sociaux type Facebook et Twitter, mais c'est vrai que c'est une des solutions assez faciles pour les gens de développer un groupe Facebook. On va plutôt parler, donc Fabrizia va nous donner son point de vue sur le développement d'une nouvelle plateforme. Enfin, elle, en tant que patiente, comme elle a voulu développer une communauté. Et puis, je ne sais pas si je vous parlerai peut-être très très rapidement de la communauté SpondyPlus dont devait nous parler Coralie ou Loïc. Voilà. Donc je vais d'abord en fait interroger un petit peu Jean-Christophe Després, en fait, qui a une grande expérience des communautés et qui va déjà un peu vous commenter, vous dire quel peut être l'apport numérique. Il ne faut pas rêver non plus avec le numérique. Je vais essayer de contextualiser un peu mon intervention. Je ne sais pas s'il y a mes slides ou pas, mais en gros, ce que j'ai retenu de la discussion de ce matin, c'est que dans les questions qu'on aborde, il y a des présupposés idéologico-politiques. Donc nous, on développe une plateforme de partage de données de santé avec comme présupposé fort deux éléments. Le premier, c'est que nous sommes, et je ne parlerai pas de patients, je parlerai d'individus, de manière primaire propriétaires de nos données de santé. C'est un présupposé qui est discutable, mais qui est un présupposé. Le deuxième présupposé, c'est de considérer la santé comme un bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le régime de protection, et on en a encore parlé ce matin, est un régime qu'on doit respecter. Et nous, on va y venir, on utilise une technologie cryptographique qui permet la pseudonymisation, l'anonymisation. Mais derrière ça, une donnée conservée pour soi-même est une donnée morte. Et que, y compris moi qui ne souffre de rien, en tout cas que j'ai identifié, mes données de santé peuvent être utiles à quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je ne connais pas. Et notre idée, c'est de permettre un échange sécurisé de données pour valoriser ce patrimoine commun. Donc j'ai bien insisté sur le fait de dire que ce sont des convictions qu'on porte qui nous mènent à proposer quelque chose donc qui est hérité d'une technologie qui s'appelle la blockchain, qui est échangée pour utiliser de la monnaie. Ça permet de faire quelque chose d'assez simple, qui est d'historiciser une transaction, un échange de données sur un registre partagé par des milliers d'ordinateurs dans le monde entier et qui est absolument transparent et infalsifiable. Donc c'est un protocole d'échange de données dont l'objectif est de permettre d'accroître la confiance. Et quand je dis ça, je vais effectivement, comme on a parlé, discuter un petit peu de la communauté. Le principe, c'est que il est très difficile de créer une communauté. Une communauté elle se crée à partir de valeurs partagées, d'objectifs communs, de liens de confiance qui se créent souvent dans la vie réelle, et que la technologie met à disposition des uns et des autres des outils
pour leur permettre de faire vivre et d'augmenter la taille de ces communautés. Et donc c'est ça qu'on essaie de proposer, c'est de dire, nous on ne va pas réinventer ce qui fait communauté, on va juste fournir des outils, et des outils qui vont permettre aux uns et aux autres d'échanger la donnée en confiance. Donc les applications concrètes, ce sur quoi on a travaillé, c'est un recueil de consentement, donc c'est un recueil de consentement électronique dans lequel les profs d'interaction vont aller s'inscrire sur ce qu'on appelle donc la blockchain. Et globalement, ce que ça veut dire aussi, c'est que quand le protocole change, eh bien, il faut redonner son consentement. Et tout ça, c'est automatisé. Donc, ce que peut apporter le numérique, c'est effectivement, au départ, une innovation de process, mais une innovation de process dont les uns et les autres peuvent s'emparer pour créer leurs propres données, leur propre mode de fonctionnement. La deuxième fonctionnalité qu'on a développée, on en a parlé aussi ce matin, c'est la capacité à créer des questionnaires et à suivre l'historique de l'utilisation de ces questionnaires, au fait qu'ils ne soient pas modifiés, altérés, partagés avec des personnes avec lesquelles vous ne voudriez pas les partager. Et donc, ce sont ces éléments de traçabilité qui nous semblent de nature à redonner de la confiance. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que le numérique, dans le secteur de la santé, on s'en sert aujourd'hui de manière extrêmement anarchique, c'est-à-dire que nous on a découvert par exemple dans les hôpitaux le corps médical échangé via WhatsApp. Alors c'est pas dangereux pour vous donner parce que WhatsApp est crypté, mais en fait les uns et les autres se servent, tout comme je suppose dans vos associations vous avez des mailing lists, enfin qui sont hautement piratables avec vos adresses. Les uns et les autres on fait ce qu'on peut pour améliorer la communication, et l'avantage de ces protocoles sécurisés, c'est d'essayer d'avoir une vue un petit peu plus globale de ce qu'est l'échange d'informations en vue de concevoir les modèles d'échange des données. Les données s'échangent d'ailleurs entre nous et les professionnels, mais aussi entre professionnels. Il faut savoir qu'il y a quasiment 70% des études qui sont non reproductibles, soit parce qu'on a égaré des jeux de données, soit parce que au fond, on a un peu investi, puis à la fin, on redresse un peu parce que les résultats ne nous conviennent pas totalement. Enfin, ce sont des choses qui ne sont pas forcément liées à la malveillance, mais en gros, il y a un gros problème de confiance dans cet écosystème, et l'enjeu de la communauté, c'est d'établir de la confiance. Bonjour. Donc, moi, en fait, c'est plutôt quelque chose de personnel et que j'aimerais bien aussi savoir si c'est des expériences partagées avec d'autres gens dans d'autres contextes, peut-être. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain, comme beaucoup de gens, patiente. Et donc là, on est là et on se dit, ah bah mince, c'est quelque chose de rare, ok, ce que j'ai, mais il doit bien y avoir quelqu'un qui a la même chose, qui a un vécu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on demande à Google. Et puis là, on trouve tout. Et on trouve même des choses qu'on n'a pas envie de trouver. Et on trouve... Il faut faire le tri. Et le temps de faire le tri, à part le fait que ça prend du temps, on lit beaucoup de choses qui ne font pas dormir la nuit. Donc on se dit, peut-être ce serait mieux si je pouvais tout de suite arriver à des gens avec lesquels je peux partager quelque chose de très spécifique. Parce qu'en fait, peut-être moi, personnellement... voilà, on n'a peut-être pas envie d'entendre toutes les mauvaises histoires, parce que voilà, il y a aussi une tendance à vouloir dire les mauvaises histoires plus que les bonnes. Donc comment est-ce qu'on retrouve ces gens? Alors bizarrement, on se dit peut-être le lieu le plus naturel serait la salle d'attente. Mais bon, moi j'ai pas cette dose de courage dans la salle d'attente d'aller voir les gens et dire bah est-ce que vous avez exactement la même chose que moi? Est-ce qu'on se pose la même question? On pourrait en discuter. Ce serait peut-être le plus efficace. Mais bon, les hôpitaux, ils ont malheureusement autre chose à gérer que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ok, on regarde sur Internet. Alors moi, personnellement, je ne suis pas une grande amie de Facebook, parce que je trouve que, comme beaucoup d'autres plateformes, finalement, c'est des privés. Et quand vous regardez ce qui est écrit en petit, donc vous tiquez, je crois que c'est Guillaume qui a dit « I agree », ah bah j'accepte, j'accepte tout. Et en petit, ce qui a marqué, que si jamais, par exemple, ils se font racheter, vos données, voilà, nous on vous garantit tant que ça nous appartient, mais quand on sera racheté, on ne sait pas trop. Donc moi j'étais beaucoup dans les questionnements de qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut trouver d'autres patients qui ont les mêmes questions, voilà, la même démarche peut-être, mais avec lesquels on peut partager de la connaissance, du vécu des patients. Mais je pense que
au-delà de ça, je pense que ça a été dit aussi, et ça c'est peut-être plutôt mon côté chercheur, je pense que les patients, ils ont autre chose aussi que la connaissance, parce que ils sont presque tous des professionnels. Donc il y a par exemple, voilà, l'exemple facile c'est toujours les informaticiens. Donc je pense que parfois un informaticien il peut faire une analyse d'imagerie peut-être de manière plus efficace que moi qui pourtant fait de la microscopie depuis un certain temps. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que les patients pourraient apporter à eux-mêmes, peut-être aussi à la recherche, mais il faut se trouver. Forcément aussi, des plateformes peuvent être un endroit pour donc recueillir les gens et faciliter les accès cliniques. Donc ça c'est peut-être quelque chose, je pense que Sentinelle ça va un peu dans cette direction-là, mais il faut se trouver, et ça par exemple pour les maladies rares c'est difficile. Il faut tout de suite arriver à quelque chose d'européen. Donc comment faire ça, européen ou mondial, hein. Et puis l'ensemble des patients peut peut-être après s'être trouvés, discuter et définir des priorités de recherche. Mais donc comment arriver là? Moi, je suis encore beaucoup dans le début de ça. Et effectivement, il y a des démarches qui ont fonctionné, mais quand on est tout seul devant le truc, on ne sait pas comment commencer et où commencer. Donc après, voilà. Donc si tu peux mettre le prochain. Donc moi, personnellement, dans ce qui me concerne, donc je me suis dit, ok, c'est une pathologie rare, donc on peut très bien encore dire, on va prendre l'association française et on va faire une plateforme française pour qu'on se retrouve, très bien, mais comme c'est très rare, on n'aura jamais des gros nombres. Donc peut-être c'est mieux d'avoir une plateforme qui soit tout de suite en plusieurs langues. Et bon, voilà, hein, il y a peut-être 1000 fois mieux, etc. Mais moi, j'ai cherché et j'ai trouvé qu'en fait, la EURDIS, donc l'Agence européenne pour les maladies rares, je pense que c'est traduit, a une grande plateforme qu'ils appellent Rare Connect, qui a l'initiative soit d'associations, soit des patients. Donc dans mon cas, c'était moi toute seule. Voilà. Ouvrent leur plateforme sur une maladie en particulier, et eux par contre ils font un grand travail parce qu'ils traduisent après le contenu dans 8 langues européennes. Et donc l'idée ce serait que ça permet d'avoir accès à une information, avoir un seul site qui permet à des gens un peu partout de se trouver, de discuter. Et de toute façon, moi mon expérience c'est que les gens qui ont ma maladie, souvent ils ont traversé l'Europe de toute façon, parce qu'ils ont de toute façon cherché un deuxième avis, il n'y a pas tant de spécialistes que ça. Donc la difficulté que je trouve, c'est que après, pour rendre connue une telle plateforme, comment est-ce qu'on fait? On essaie d'envoyer des mails aux médecins. Les médecins, ils sont débordés, ils ne veulent pas faire de la pub, donc on a une difficulté à arriver aux patients. Et il y a aussi ce que j'ai entendu ce matin, qui a été aussi mon vécu, que chaque association prêche un petit peu pour sa paroisse, et ils ont beaucoup de mal à être pragmatiques et dire on met un lien, on se met tous en lien. Et moi, du point de vue de patient, je me dis peu importe quelle est la plateforme et comment elle s'appelle. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont eu un vécu un peu similaire. Voilà. Donc en fait, on va poser directement les questions au public, à la fois peut-être des questions sur les formes de rencontres, et peut-être aussi des témoignages un petit peu plus sur les plateformes. Alors c'est vrai que je ne sais pas si vous pouvez aussi nous donner des témoignages sur certaines plateformes. On ne va pas pouvoir en prendre plein comme ça. Mais là, on va se donner un bon quart d'heure d'interaction avec vous. Je vais pas vous présenter les slides qui avaient été préparés par Loïc sur la plateforme Spondi+. Je vais juste vous dire que pour eux, donc c'est une compagnie privée qui fait à la fois ils font de la prestation de services pour des CRO, donc c'est qu'est-ce que ça veut dire, pour les essais cliniques. Voilà, pour les essais cliniques, mais ils font aussi des
des plateformes spécialisées, donc une sur la spondylarthrite ankylosante. Et donc ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils ont mis 2 ans pour la mettre en place, qu'effectivement il ne faut pas s'imaginer qu'une plateforme, c'est du travail de l'animer en ligne. Alors c'est vrai que déjà d'animer un groupe Facebook, c'est déjà du travail, mais c'est déjà un peu tout près dessus. Et alors donc eux, qu'est-ce qu'ils ont sur leur plateforme? Ils ont des chats avec des experts, donc soit des patients experts, soit des professionnels, des médecins, ou également des chercheurs. Donc il y a des chats, les gens discutent. Ils font vivre beaucoup les réseaux sociaux, la plateforme via les réseaux sociaux, avec avec Instagram surtout. Donc c'est Instagram, c'est des images surtout, et puis il y a des images des patients qui s'appellent les héros de la spondylarthrite. Donc voilà, ils font ça. Et puis ils utilisent la plateforme pour faire des sondages. Ils envoient beaucoup de newsletters et dans leur newsletter, en fait, à chaque fois, il faut revenir pour avoir plus d'informations, il faut revenir sur la plateforme de manière à ce que les gens prennent l'habitude. C'est vrai qu'on a quand même tous l'habitude toujours de fonctionner peut-être par mail, c'est le fonctionnement le plus facile. Et du coup, pour que les gens échangent plus sur la plateforme, ils les font revenir sur la plateforme via les newsletters. Voilà, c'était un petit peu les trucs et astuces qu'ils nous ont dit pour eux, et donc de bien réfléchir aussi que effectivement c'est pas facile sur ces plateformes-là d'attirer différents profils. Donc il faut réfléchir à chaque profil, qu'est-ce que le médecin va vouloir y trouver. Donc bon, c'est vrai que c'est intéressant. Lui nous disait pour Spondy Plus, en fait les patients renseignent tout au cours de leur maladie. En fait, c'est une maladie qui marche par pic, donc comme les maladies chroniques, ça leur permet d'avoir des données un peu longitudinales sur les patients. Le patient lui-même voit ces données, donc pour lui, il a ses courbes de suivi, c'est plus facile que de les tracer lui-même. Et donc ça fait des données pour les cliniciens. Et les patients, ils trouvent de l'expertise qu'ils ne trouvent pas forcément autrement, et puis bien sûr du réseau entre patients. Donc voilà, c'est effectivement une véritable savoir-faire que de monter ces plateformes et de les animer ensuite. Voilà. Donc je vais prendre directement les questions de la salle, si vous êtes d'accord. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des questions à la salle, mais à moins que dans les 2 autres tables rondes du coup. Merci. Bon, je ne vais pas revenir sur ce matin, je suis sur cet après-midi là. Il y a une diapo qui m'a beaucoup surprise, c'est celle où vous présentez les différents moyens, parce qu'il manque quand même deux grands noms. Afficher Doctissimo et toute sa pub, je suis un peu déçu, hein. Alors franchement, je suis même très 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 déçu. La plateforme Maladie Rare, on ne la voit pas. Maladie Rare Infoservice, on ne la voit pas. Et alors, l'INSERM est bien présent ici. Et Orphanet, alors? Aucun crédit pour Orphanet? Alors, je voudrais revenir sur Fabricia. Non, ce ne sont pas des forums, mais on y trouve de l'info quand même de base. Et à partir du moment où vous avez la fiche qui correspond à votre maladie quand on a un diagnostic, ça vous renvoie vers les associations qui correspondent. Il y a un post-it là-bas qui dit comment trouver l'association. Bon, il y a quand même des choses de base. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Or, j'ai l'impression, j'ai la crainte qu'on soit ici pour essayer de reconstruire je ne sais quoi. J'ai pas encore bien compris, hein. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a plein de questions. D'accord. Alors, juste, c'est vrai que cette diapo, j'ai dû la faire entre 11h et minuit hier, donc je ne prétends pas qu'elle recense tout ce qui existe. Et en fait, je voulais même l'imprimer, la coller là-bas pour que vous la complétiez. Mais dans toutes les tonnes de choses que j'ai dû faire entre minuit et du coup 1h, j'ai oublié. Non, j'avais plus de papier, c'était ça la vraie raison. Donc, bon, voilà. Alors, on a mis, c'est vrai que je me suis un petit peu inspirée d'un truc, et effectivement, ce qu'on a recensé, c'est pas là où trouver de l'info, c'est là où partager. C'est vraiment plutôt l'idée de communauté. C'est pas vraiment, voilà. Très brièvement, donc on va sur Orphanet, on trouve l'association. On demande à l'association comment rentrer en contact avec les autres patients. La réponse est, mais madame, on peut pas vous mettre en lien. Ça, c'est hors de moi. Voilà. Hein? Sauf que quand vous avez une maladie rare, vous n'en avez pas 30 000 l'association. Voilà. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Hein.
J'ai envie de vous dire qu'effectivement, je connais bien Rare Connect, puisque Rare Connect, effectivement, c'est une plateforme d'Aurore 10 qui appartient à la plateforme Maladies Rares en France, qui comprend Orphanet, qui comprend Maladies Rares Info Service, l'Alliance Maladies Rares, et comment dirais-je, j'ai parlé d'Aurore 10 aussi. Voilà. Et que finalement, Rare Connect, comme Aurore 10, sont financés en grande partie par la Commission européenne. Et l'intérêt effectivement de Rare Connect, c'est quand vous voulez monter effectivement un réseau, vous devez forcément avoir un médecin spécialiste de votre pathologie. Vous devez avoir des modérateurs et vous ne trouvez pas d'informations fantaisistes. Et le deuxième point, c'est que Rare, c'est parce qu'il y en a peu, et que Rare Connect a des accords avec l'Amérique du Nord, avec le Japon, avec l'Amérique du Sud. Donc vous risquez effectivement de tomber sur des malades rares qui ont la même pathologie que vous. Voilà. Sinon, effectivement, Doctissimo a été racheté, donc c'est plus le Doctissimo du début. Voilà, pardon. Et moi, je vais vous dire, parce qu'effectivement, il y a un groupe effectivement fermé sur ma maladie sur Facebook, mais je trouve que c'est n'importe quoi, parce qu'on a exactement les mêmes ressentis tous les 2 mois. Il y a les mêmes finalement réponses, et quelquefois, c'est vraiment très fantaisiste, tout simplement parce qu'il n'y a pas de modération. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que... Ouais. Parce que Coralie Collier, elle est embauchée par la plateforme Spondi Plus en tant que patiente. Mais c'est vrai que... c'était un petit peu... On a un peu discuté aussi de l'intérêt de créer une communauté pour... ce que nous disait Loïc, hein, je prends sa parole, donc je suis désolée, je prends un petit peu ça. Mais Loïc, donc il y avait Laurie et Coralie qui sont en fait embauchés par BePatients. Je ne sais pas s'ils sont à plein temps ou pas, mais en tout cas, ils travaillent pour... Et Loïc est médecin. Ce qu'il disait, effectivement, le plus intéressant, c'est les maladies rares. Mais les maladies rares, le problème, c'est que là, le modèle économique va être difficile à trouver pour développer une plateforme en ligne. Donc, eux, ils l'ont plutôt fait pour des maladies chroniques, où c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et voilà, enfin... 30 secondes sur Doctissimo. En fait, il faut le prendre un peu comme ce qui s'est passé sur la campagne électorale, où les gens allaient débattre sur jeuxvideo.com. Pour le meilleur et pour le pire. Simplement, l'avantage de ce genre de plateforme, c'est qu'il y a du monde. Et donc, il est possible d'aller y trouver du monde et puis après d'aller poursuivre ailleurs. Et la question, c'est qu'il faut aussi savoir, entre hacker, c'est un peu un mot galvaudé, mais enfin, il faut savoir se servir de ce que ça fait. Peut-être pas y trouver les réponses, mais y trouver les gens qui seront comme vous. Alors, est-ce qu'il y a juste d'autres personnes qui veulent... où sont passées les données? Je sais pas, ça doit être lié à Doctissimo, je connais pas toute l'histoire. Très court. Sur pourquoi Alliance Maladies Rares? Parce qu'il y a aussi Maladies Rares Info Service qui peut gérer des forums. Et nous, sur une très très petite association, on a d'autres forums et on a donc des modérateurs qui sont capables de contrôler la véracité. Et puis il y a des règles pour ne pas donner les noms de médecins, pour ne pas s'exposer par rapport justement à la diffusion des données. Et donc ça, les moyens sont en place. Après, il y a les bonnes volontés. Alors évidemment, les bonnes volontés, bah, c'est nous en association et ça prend du temps, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui. Merci. C'est au sujet des associations qui ne donneraient pas le nom de personnes qui ont la même maladie. Bon, ou qui mettent en relation. Ben oui, mais pour mettre en relation, il faut donner une adresse, un téléphone, une adresse mail, quelque chose comme ça. Éventuellement. Mais ça demande d'avoir un espace. Les petites associations n'ont souvent pas d'espace. Oui, d'accord. Mais ce que je voulais vous dire, même pour ça, c'est que dans les associations, nous demandons l'autorisation aux gens qui adhèrent. Est-ce que vous accepteriez d'être, en gros, mis en relation avec d'autres malades? C'est oui ou c'est non. Et à partir de là, on a, j'allais dire, un vivier sur lequel, finalement, on travaille. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ces gens ne racontent pas n'importe quoi.
Et il arrive donc qu'on ait des coups de téléphone avec eux pour qu'ils sachent les questions qu'on risque de leur poser, qu'ils s'y préparent, etc. Parce que quand vous entendez justement dans des lieux où les échanges se font entre les gens, les réponses qu'obtiennent les malades qui demandent à être mis en relation sont quelquefois extrêmement fantaisistes, complètement pleines d'erreurs, etc. Donc c'est compliqué, hein, et pas aussi simple que ce que vous aviez l'air de penser. Il suffit d'être mis en relation et l'affaire est faite, quoi, en gros. Je donne un petit peu la parole à d'autres personnes. Merci. Martine Castro, Europa Donna, cancer du sein. Et nous sommes souvent confrontés, particulièrement dans un entre guillemets segment en particulier du cancer du sein, qui est le cancer du sein métastatique, à des demandes qui viennent d'endroits divers et variés, et pas nécessairement de chercheurs, et pas nécessairement de gens bien intentionnés, d'être mis en relation avec des patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Et on leur répond deux choses. D'abord, quand une patiente vient nous voir, quel que soit son cancer, métastatique ou pas, inflammatoire ou pas, nous ne lui demandons pas les caractéristiques exactes de sa pathologie. Si elles veulent nous le disent, elles nous le disent. Mais de toute façon, si on doit, pour des buts scientifiques et de recherche avérés, c'est-à-dire qu'on a fait une enquête auprès de ceux qui nous ont demandé. D'abord, on demande, mais on n'a effectivement pas de forum parce que souvent les associations, nous on est une 50aine de bénévoles en France, même si on paraît énorme et on a des adhérents un peu partout. On n'a pas les ressources pour gérer ce genre de choses. Ce que j'ai appris, j'essayais de trouver là sur mon smartphone, c'est qu'il y a depuis le dernier World Cancer Congress, le tentative de recensement au niveau mondial, mais c'est extrêmement long, de patientes, où qu'elles soient, dans le monde, atteintes de cancer du sein métastatique. Et pour l'instant, ça fait à peu près 8 mois que cette recherche est en cours et je n'ai pas encore réussi à trouver de données intéressantes et fiables à ce sujet. Mais je sais qu'il y a des pistes de recherche et surtout dans les pathologies dont je m'occupe, des cancers dits avancés. Bonjour, c'est la première fois que je viens dans un institut de recherche. En fait, je suis donc la maman d'un fils atteint d'une maladie rare. Et donc, effectivement, c'est un tsunami. Il n'y en existe pas, c'est compliqué. Et puis, personne ne peut nous donner de réponse, si ce n'est que c'est incurable. Et vous revenez faire des tests dans 4 ans et on verra si ça évolue ou pas. Donc à partir de là, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Et donc je suis allée un peu partout, et jusqu'aux États-Unis, et également au Canada. On s'est retrouvés, effectivement, on a su que cette maladie existait. Elle était rare en Europe, mais en fait, il y en a pas mal de gens. Mais le problème, c'était on ne savait pas s'il fallait faire un test génétique. Maintenant, je sais qu'il faut faire un test génétique. Et demain, j'ai une conférence à Rennes. Et je vais voir beaucoup de ces malades qui sont tous seuls, isolés. Personne ne les connaît en fait. Et je ne sais pas trop quoi leur dire. Donc c'est un peu compliqué. J'essaie d'avoir des réponses. Ils vont faire les tests génétiques. Où est-ce qu'ils vont aller? Quelle est la plateforme? À qui les donner? Quels chercheurs? Et puis dernièrement, je sais que l'INSERM de Montpellier s'y attache. Donc je crée un fonds de dotation uniquement pour l'INSERM de Montpellier pour le moment. Et je viens d'avoir par les États-Unis un rapport de l'ARVO qui donne également des recherches faites en Suède, des recherches également faites au Japon. Et en fait, personne ne se connecte entre les laboratoires de recherche. Et ça me paraît bizarre parce qu'ils font des recherches et ils s'aperçoivent qu'avec certaines de leurs recherches, ils ont eu une frustration, ils se sont plantés dans cette recherche. Mais bon voilà, les laboratoires ne communiquent pas entre eux.
Ils peuvent faire exactement les mêmes erreurs, donc c'est un peu bizarre. Et en fait, c'est vrai que ça m'ennuie pour le bien commun en fait de ces patients, car on s'aperçoit que voilà, il n'y a pas de communication entre les laboratoires. Donc voilà ce que je voulais vous dire en tant que uniquement témoignage. Bonjour, alors moi je suis chercheuse à la base et aussi d'un jour à l'autre atteinte d'une maladie rare, donc j'ai fait le même parcours que vous en fait. Et pour moi c'était aussi très compliqué de trouver d'autres. Je me disais moi il va bien y avoir d'autres qui ont ma maladie, donc voilà, j'ai cherché sur Facebook aussi, et là aussi j'ai vu les problèmes de modération et que ça se répète en fait, que c'est en fait pour trouver une information précise c'est difficile, et il y a aussi beaucoup de gens qui sont dedans qui ne font pas partie de la groupe de patientes. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui cherchent d'avoir des témoignages, donc en fait on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec les informations dans ces forums, donc ça c'est pas tout à fait bien. Et j'ai appris que j'apprécie beaucoup en fait que l'hôpital a donné des coordonnées de certaines associations des patients qui existent quand même en France. Donc là, il y a une association qui a un projet extraordinaire à mon avis, parce que ce ne sont que des malades de ce groupe de maladies. Bon, c'est une plus grande groupe. Donc là, c'est l'association française de narcolepsie, cataplexie et des hypersomnies rares. Et cette association a un partenariat avec l'Hôtel-Dieu. Donc à Hôtel-Dieu, cette association peut régulièrement organiser un thé narco. Donc là, en fait, c'est moyen, dans un cadre protégé de l'hôpital, de faire rencontrer des patients, parce que quelquefois, les patients sont tellement malades que c'est aussi un risque pour l'association d'avoir une réunion. Donc là, l'hôpital a donné le cadre à l'association de réunir en personne ces personnes pour se rencontrer, mais on peut y aller anonymement, on n'a pas besoin de donner le nom aux autres patients si on ne veut pas, mais bon, on donne ça à l'association, donc c'est quelque chose de très protégé. Et en plus, pour l'hôpital, c'est bien aussi parce que c'est réuni sur le lieu où il y a de la recherche, par exemple de professeur Léger, sur ces maladies, les patients qui prennent confiance. Donc la confiance, elle était aussi, c'est un souci, parce que le patient a besoin de confiance, de vouloir en parler de son histoire, mais il ne peut pas partager tous de ses soins avec les médecins. Donc là déjà, cette petite groupe de malades qui peut identifier les questions, à communiquer aux médecins, c'est un bon travail. Et une fois par l'année, depuis 10 ans, il y a ça s'appelle, oui, il y a une journée où l'association invite en fait tous les malades partout de France, où l'hôpital invite plutôt. Il y a des chercheurs qui vont donner des conférences sur leurs recherches, sur leurs résultats de recherche sur cette maladie, et les patients sont en fait dans le public. Donc là, il y a toute une journée d'échanges, et il y a des projets qui sont créés. Donc là, j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose de très, très bien, un bon exemplaire, et probablement, oui, pour certaines maladies, c'est pas possible, mais c'était quand même quelque chose qui montre que l'association des patients a beaucoup de pouvoir pour mettre en place quelque chose à l'interface de la recherche et du suivi médical. Donc, voilà. Et à ajouter, j'ai trouvé aussi une plateforme pour les maladies rares qui s'appelle QUARDS. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la Coordination of Rare Diseases at Stanford aux États-Unis, qui rassemble aussi dans cette façon de la plateforme européenne des informations. Et aux États-Unis, il y a aussi une fondation qui s'appelle Hypersomnia Foundation, et elle a fait un travail extraordinaire aussi pour partager en fait les résultats de recherche de plusieurs laboratoires partout dans le monde, parce qu'ils ont organisé une conférence avec des chercheurs et des patients, un peu comme aujourd'hui dans un centre de recherche à Boston. Donc là, c'est depuis 3 ans. Et ils ont fait accessible cette conférence en ligne, en direct, à tout le monde qui s'est enregistré avant. Donc ça a permis que en fait, les malades de partout qui ont été au courant de cette conférence ont pu partager et pu en fait, communiquer avec les chercheurs en direct sur ce site. Donc c'était très cher, mais c'était quelque chose qui a aussi très bien marché. Donc voilà. Merci.
Oui, alors juste un dernier témoignage, parce qu'on va essayer de rattraper enfin juste vraiment 1 minute, d'accord. C'est pas un témoignage, c'est plutôt... d'accord. Alors 2 questions. Est-ce qu'il y a une personne chercheur qui peut répondre à la maman qui a parlé? Je pense que ce serait important d'expliquer un peu le contexte de la recherche. Moi j'ai un passé de chercheur, donc je peux en parler un petit peu. Il y a une vraie compétition entre les labos. Dans le cas de la pathologie dont vous parlez en question, je ne connais pas du tout, mais il y a des compétitions sur les financements et les chercheurs parfois ne partagent pas leurs données, ne coopèrent pas parce que justement ils ont peur que l'un et l'autre piquent les idées. Et la deuxième question, c'est pour Luigi Flora. J'aimerais savoir où en est le développement de l'approche partenariat patient en Europe. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Voilà. Oui, Naomi, on est censé arrêter là. Donc, je vais juste donner la parole à Luigi. Je suis désolée, je ne pourrai pas prendre les autres prises de parole. Et Luigi, il a 1 minute. En 1 minute. En fait, de l'expérience de Montréal, de la faculté de médecine, on a recréé, parce qu'on a eu la chance d'attirer un médecin, un jeune médecin qui avait fait une étude randomisée sur la pertinence de transformer des milieux de soins entre professionnels et avec des patients. Et le résultat de son étude démontre qu'en fait, quand on met des patients dans la réorganisation des systèmes de santé, ça marche beaucoup mieux. Et il a réussi à avoir une chaire canadienne sur le partenariat avec les patients et le public. Et de ça, on a monté un centre d'excellence avec l'unité de la faculté de médecine et cette chaire, un centre d'excellence du partenariat avec les patients et le public, dans lequel on a une école du partenariat. On a lancé la première promotion là, en novembre l'année dernière et on a reçu des tandems de plusieurs pays d'Europe. L'idée, c'est que les tandems cliniciens, patients, chercheurs, patients ou gestionnaires, patients viennent avec un projet et comme nous, on a une expérience, on fait venir des gens qui ont déjà avancé dans l'expérience. Simultanément, on les sensibilise vraiment à notre modèle et puis on leur apprend aussi de la conduite de projet et on les accompagne. Pendant que j'étais à Montréal la semaine dernière, on a eu une journée intermédiaire sur le sujet. Et c'est notre manière de faire avancer les choses en Europe. Pour l'instant, on a des partenariats avec la Belgique, avec l'Italie sur l'enseignement. On démarre un truc avec la Suisse là, et en France, ça discute. Donc voilà.